Maintenant, dans les questions isolées, on va faire un petit peu le tour des autres infections qui peuvent toucher le système nerveux central, parce qu'il y en a bien entendu énormément, de tout type, viral, euh, bactérien. Donc on va faire juste un petit point, mais c'est des choses qui sont quand même beaucoup plus niches, hein. Donc ne prenez pas peur, c'est des choses que vous connaissez un petit peu moins. Alors, pour les méningoencéphalites tuberculeuses, pour commencer. Ça, encore en Île-de-France, on en voit pas mal, parce que c'est une région qui a beaucoup de tuberculose. Qu'est-ce que vous en pensez de ces items? Ok, alors, on va y avoir vos réponses. Bah, je suis d'accord avec vous. C'est la bonne réponse, c'est l'atteinte des nerfs crâniens. Donc, si on les reprend une à une, l'installation des troubles, des troubles neurologiques, elle est plutôt progressive. C'est quelque chose d'assez insidieux qui s'installe sur plusieurs mois en cas de méningoencéphalite tuberculeuse. Le syndrome, l'atteinte des nerfs crâniens, ça c'est très évocateur. Donc, c'est une méningite plutôt de la base du crâne. Le syndrome méningé, c'est pareil, c'est plutôt progressif, très frustre. Parfois, il y en a quasiment pas. À l'IRM, ce sera surtout la base du crâne qui sera touchée. Donc, c'est pas la région occipitale qui est la plus impactée. Vous avez une prise de contraste de la base du crâne. Et en revanche, Mycobacterium tuberculosis, c'est bien une bactérie, mais le LCR, il a plutôt tendance à se comporter comme une listériose liquide clair avec une pléocytose modérée panachée, le plus fréquemment. Ou alors une pléocytose lymphocytaire ou panachée, ça peut être un petit peu des deux. Voilà, donc pour la tuberculose, petit point récap, c'est donc bien cette mycobactérie tuberculosis. C'est un début insidieux, fièvre modérée, souvent c'est un tableau un peu altération d'état général, vomissement. Vous allez avoir des symptômes plutôt respiratoires. Enfin, c'est une maladie qui est diffuse, qui est quand même plutôt systémique, donc c'est rare que ce soit isolé. Ça vous donne une méningite basilaire, donc de la base du crâne, avec une atteinte des nerfs crâniens, des troubles neurovégétatifs et des troubles de la vigilance. Vous avez la triade ménagée qui est souvent au second plan. Et ensuite, vous pouvez avoir d'autres types d'atteintes, typiquement des tuberculomes, qui sont plus des espèces de petites masses constituées du mycobacterium et qui vont avoir un effet de masse. Donc, ça va être révélé par un syndrome plutôt tumoral. Ça va faire un effet compressif, ça va vous donner des déficits focaux. Le LCR, il est clair, péristose lymphocytaire, tout ça, on l'a dit, et la mise en évidence du germe, elle est souvent très difficile à partir du LCR parce que c'est assez dilué. Il faut faire des scans TAP chez ces patients, aller voir s'il n'y a pas quelque chose à biopsier au niveau pulmonaire ou ailleurs pour mettre en évidence le germe de façon formelle. Et sur l'IRM, c'est notamment les prises de contraste au niveau de la base du crâne. Je regarde si je vous ai mis une image. Oui, voilà. Donc là, vous voyez sur les deux premières, vous voyez vraiment cette prise de contraste au niveau de la base du crâne, autour du tronc cérébral finalement. Et au niveau ici au milieu, vous avez une prise de contraste des méninges euh, autour du polygone de Willis. Donc ça, c'est des atteintes typiques. Et à droite, vous avez des tuberculomes qui sont donc des espèces finalement, ça fait un effet compressif, effet de masse, donc ça se manifeste plus par un syndrome tumoral, une hypertension intracrânienne, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est les manifestations typiques de la tuberculose. Ensuite, la syphilis. Qu'est-ce que vous pensez des méningoencéphalites syphilitiques?
OK. Alors, je regarde vos réponses. OK. Bon là, pareil, c'est une maladie c'est plus rare, donc on en voit un petit peu moins, mais par contre, on remarque une recrudescence en ce moment des IST, dont les syphilis. Donc c'est de moins en moins rare de voir des patients qui ont des atteintes syphilitiques avancées, malheureusement. Donc ça revient. Le tabès dorsalis, ce sera une atteinte plutôt de la phase tardive et non pas de la phase précoce. Le signe pupillaire de Marcus Gunn, donc ça, c'est juste pas sympa de ma part. C'est pas le signe de Marcus Gunn. Le Marcus Gunn, c'est quelque chose qu'on voit dans la sclérose en plaques. Là, c'est le signe pupillaire d'Argyll Robertson. Donc, je vais vous remontrer la différence dans la slide d'après. Voilà, donc ça, c'est juste, je sais, c'est chiant en neuro, tous les noms propres, c'est vraiment pas cool, mais malheureusement, c'est parfois encore à savoir. Donc, la démence, elle va, dans la syphilis, elle va plutôt être une démence par atteinte des régions frontales, des patients qui vont avoir des troubles un petit peu du comportement, de la mégalomanie, des choses comme ça, plus que les structures temporales internes. On peut en effet retrouver des infarctus cérébraux par angéite. Ça, c'est quelque chose qui est d'ailleurs le cas dans la plupart, en tout cas, des infections du système nerveux central. Si la paroi des vaisseaux finit par être touchée, ça peut donner des infarctus cérébraux. Tout à fait vrai. Pareil, dans la tuberculose de tout à l'heure, au niveau de la base du crâne, il y a plein de vaisseaux qui circulent par là, donc on peut tout à fait avoir des infarctus cérébraux par angéite. Et le LCR, il est typiquement clair avec en effet une hyperprotéinorachie et une normoglycorachie. C'est bien le cas. Ça fait partie de ces germes atypiques qui vont plutôt faire un tableau de type clair, hyperprot, normoglycorachie. Donc voilà la pupille d'Argyll Robertson. Donc en gros, ce qui se passe, c'est un problème enfin, il n'y a plus le réflexe photomoteur quand vous éclairez les yeux avec un faisceau lumineux. Par contre, quand vous stimulez la convergence, quand vous mettez un stylo pour que le patient louche, là, vous avez bien encore ce réflexe pupillaire qui est conservé. Donc ça, faites le même si vous êtes avec quelqu'un testé, parce que souvent, moi avant, j'étais pas forcément consciente qu'on a un réflexe pupillaire, de constriction pupillaire quand on converge, mais c'est bien le cas chez les personnes saines, et ce réflexe-là, il est conservé chez les personnes avec syphilis, alors que le réflexe photomoteur ne l'est pas. Pour le signe de Marcus Gunn, donc ça, c'est une dilatation paradoxale lorsque l'on éclaire l'œil pathologique. Donc à gauche, vous voyez quelqu'un de sain qui a les nerfs optiques qui fonctionnent. Vous éclairez, que ce soit si vous éclairez l'œil droit, vous allez avoir une construction de la pupille des deux yeux parce que les yeux sont en communication. Et pareil, si vous éclairez l'œil gauche, vous avez une construction des deux pupilles. Par contre, chez quelqu'un qui a une neuropathie optique rétrobulbaire, dans ce cas de l'œil gauche, quand vous stimulez l'œil droit avec de la lumière, vous avez bien une construction réflexe de l'œil gauche. Par contre, quand vous éclairez l'œil gauche, vous allez avoir une dilatation paradoxale. Et ça, c'est parce qu'il y a finalement un problème de communication par atteinte du nerf optique rétrobulbaire que l'on peut voir dans la sclérose en plaques. Voilà, donc deux signes d'atteinte pupillaire qui sont dans des maladies différentes avec des noms propres. Pour la syphilis, c'est donc dû au Treponema pallidum. Donc, vous savez les différentes phases, la phase 1, la phase 2, la phase 3. Les signes neurologiques, on va les voir à partir de la phase 2. Dans ce cas, ça donnera une syphilis plutôt précoce. Et la phase 3, ça par contre, on en voit quand même de moins en moins. C'est la syphilis tardive qui arrive au bout de 10 ans. On commence à en revoir, mais on en voit quand même peu. Syphilis précoce de 2 ans, on peut en voir. Donc, dans la syphilis précoce, vous allez avoir notamment des méningites, des infarctus cérébraux par angéite, des troubles du comportement, des troubles de la personnalité par atteinte du lobe frontal, des signes oculaires et auditifs par atteinte des nerfs et par uvéite. Pour la syphilis tardive, cette fois la neurosyphilis à proprement parler, c'est vraiment une démence qui s'installe, une démence plutôt frontale où c'est initialement on avait ces changements de personnalité et de comportement qui maintenant vont complètement s'installer parce qu'on a une grosse atteinte frontale et une mégalomanie. Vous avez le signe d'Argyll Robertson, donc vous avez ce défect au niveau du réflexe automoteur avec conservation du réflexe de convergence. Vous pouvez avoir une dégénérescence du cordon postérieur de la moelle qui s'appelle le tabès dorsalis. Et vous avez donc un cordon postérieur de la moelle épinière, c'est la transmission de la sensibilité lemniscale. Donc vous allez avoir des gros troubles sensitifs.
et parfois on peut avoir une méningite chronique qui s'installe. Le LCR, il reste clair dans ce cas-là et pareil, pour chercher le germe, c'est vraiment pas le meilleur endroit, le LCR, donc il vaut mieux aller traquer d'autres localisations. Argyll Robertson, en tout cas, pour ta question, Fatima Zahra, à ma connaissance, je crois qu'on les voit que dans la neurosyphilis. Il faudrait que je vérifie s'il n'y a pas d'autres causes rares où ça peut être retrouvé, mais normalement, c'est un signe spécifique de la neurosyphilis. Maintenant, quelque chose qui est plus fréquent, c'est le Lyme. Ça, mine de rien, on en voit et on l'évoque souvent. Donc c'est bien d'avoir quelques idées là-dessus. Ok. Alors, voyons voir vos réponses. Alors, pour la première question, la méningoencéphalite peut survenir en phase primaire, secondaire ou tertiaire. C'est faux. Ça ne survient pas en phase primaire. La phase primaire, c'est vraiment la phase de l'érythème migrans, où il n'y a pas encore d'atteinte neurologique. Par contre, à partir de la phase secondaire, on va avoir une atteinte à la fois neurologique, du myocarde, tertiaire, on va avoir des arthralgies. Donc, primaire, c'est localisé érythème migrans, secondaire, tertiaire, ça commence à toucher les autres organes. La méningoencéphalite se manifeste souvent de façon isolée. Alors non, en général, c'est quand même une atteinte méningoencéphalite avec une atteinte des nerfs qui est très fréquemment associée, une atteinte pluriradiculaire, donc c'est une méningoencéphalite radiculite d'une certaine façon, on va avoir une atteinte des nerfs très douloureuse, souvent des nerfs crâniens, mais également potentiellement d'autres nerfs périphériques. Le nerf oculomoteur n'est pas le nerf crânien le plus souvent atteint. Le plus souvent, ça va être le nerf 7 unilatéral. Ça, c'est vraiment l'atteinte la plus typique. C'est paralysie du nerf facial unilatéral. Le LCR, il est le plus souvent clair. Il peut être panaché, mais c'est pas le plus fréquent. Et le traitement, il repose bien sur les C3G IV pendant 3 à 4 semaines, une fois que le diagnostic est posé. Voilà, donc la bonne réponse était la réponse E. Hem, donc c'est dû à Borrelia burgdorferi, c'est quelque chose la neuroborréliose, ça survient dans les phases 2 et 3. Ça peut toucher le système nerveux central et périphérique. En centrale, ça donnera une méningoencéphalite ou une encéphalomyélite, et en système nerveux périphérique, ça vous donnera des radiculopathies très douloureuses et souvent le nerf crânien 7. On fait de la sérologie, surtout dans le sang finalement. Si on a une atteinte clinique de neuroborréliose avec une sérologie sanguine positive, on va déjà avoir beaucoup d'éléments. Mais on le fait aussi dans le LCR, mais ça reste peu sensible. Donc même si vous avez un examen négatif, vous pouvez tout de même poser votre diagnostic. Ça va vous conforter si c'est positif, ça va pas vous dissuader si c'est négatif. Et le traitement, c'est bien les C3G IV pendant 3 à 4 semaines au stade de neuroborréliose. Ensuite, autre infection neuroméningée qu'on peut voir, c'est tout ce qui est opportuniste dans le VIH, avec notamment la toxoplasmose. Là, on rentre vraiment dans des questions plus compliquées, hein, donc c'est un peu les choses en périphérie de l'item sur les infections du système nerveux central.
OK. Alors, je suis d'accord avec vous pour la première question. La toxoplasmose cérébrale, c'est bien une des manifestations cliniques inaugurales les plus fréquentes d'une infection VIH méconnue. Donc ça, c'est tout à fait une porte d'entrée dans le VIH. Ça peut être la toxoplasmose. Donc, en effet, tout à fait d'accord. Ça survient surtout lorsqu'on a une immunodépression un petit peu plus sévère, donc lorsque les CD4 sont inférieurs à 200 par millimètre cube et non pas inférieurs à 500. Les signes cliniques les plus fréquents, finalement, ça va, la toxoplasmose, ça se manifeste par un abcès. Donc les signes cliniques les plus fréquents, ça va être tout ce qui est crise convulsive, signes neurologiques focaux, déficit. Ça, c'est vraiment au premier plan. Les céphalées fébriles, c'est possible, mais c'est quand même pas ce qui va prédominer dans ce contexte-là. Le traitement, c'est bien la pyrimétamine sulfadiazine en première intention et en revanche, les lésions, de toxoplasmose, elles ont plutôt tendance à aller dans les régions frontales et dans les noyaux gris centraux. Voilà un petit peu, par exemple, une lésion typique de toxoplasmose. Donc vous avez, cet aspect, finalement d'abcès, avec, sur l'image de gauche, vous voyez qu'il y a également un petit œdème périlésionnel, et ça prend le contraste en périphérie sur l'image B, avec injection de produits de contraste. Donc ça, c'est toutes les lésions de ce type, un peu enfin là, on n'a pas une prise, bon, on a une prise en contraste en cocarde, mais qui est très mince. Mais là, vous évoquez tout ce qui est Magic Doctor, donc métastase, abcès, glioblastome. Et donc là, on rentre dans la deuxième case qui est l'abcès cérébral et dont la toxoplasmose est une des causes les plus fréquentes. Donc pour les abcès de façon générale, souvent ça s'installe donc de façon plutôt subaiguë, en 1 à 2 semaines. Ça se manifeste par on va dire son effet de masse local, donc ça va donner une hypertension intracrânienne, ça va donner des signes déficitaires focaux, des crises d'épilepsie, c'est au contact du cortex et ensuite dans après 50 des cas, vous allez avoir un syndrome infectieux fébrile, une altération de l'état général. Et selon la porte d'entrée, on va avoir des causes différentes d'abcès. Si vous avez eu une infection ORL importante, un geste dentaire, ce sera surtout tous les germes buccaux qui vont être responsables de l'abcès, donc les streptocoques, les anaérobies, souvent polymicrobiens. Si vous avez une dissémination hématogène à partir d'un autre foyer infectieux, ce sera surtout le staphylocoque doré, Listeria et tuberculose. En post-neurochirurgical, surtout le staphylocoque doré en première intention. Et chez les immunodéprimés, on a la toxo, l'anocardiose et les champignons. Mais c'est surtout la toxoplasmose. Ensuite, il y a l'autre infection neuroméningée opportuniste du VIH qui est